Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans Les Combattants, une émission qui donne la parole à des jeunes qui ont été confrontés à un moment de leur vie à un accident de la vie et qui en ont fait une force pour avancer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Jérémiaz. Bienvenue, champion paralympique de tennis fauteuil et auteur de Rebondir, paru aux éditions Nathan. Michael, tu es devenu pour beaucoup un exemple de reconstruction personnelle, une source d'inspiration. Tu racontes cette trajectoire dans ton dernier livre Rebondir, un témoignage fort sur la résilience, le sport et la manière d'avancer quand tout bascule. En quoi l'écriture de ce livre a-t-elle été différente des précédents ? Bonjour, déjà merci de me considérer comme un jeune, ou alors peut-être tu parlais de quand j'ai eu mon accident où j'étais jeune. C'est le propos de l'émission, je reste jeune. Non, contrairement au premier livre que j'ai pu publier ces dernières années, là mon sujet c'était de m'adresser à un public justement jeune. Parce que j'ai beau m'efforcer depuis 26 ans maintenant à essayer de changer le regard que portent les adultes sur les personnes handicapées, sur leurs droits, sur leurs libertés, sur leurs devoirs, je me rends compte que c'est un travail compliqué et qu'on n'y arrive pas vraiment. C'est-à-dire qu'on va sensibiliser en surface, mais on ne va pas profondément changer les comportements. Alors que si on le fait depuis le plus jeune âge, donc à l'école, là j'ai plus de chances d'arriver à former ces futurs citoyens, ces futurs décideurs, et que ce soit plus jamais un sujet pour eux d'évoluer avec une personne handicapée, que ce soit dans leur vie sociale, professionnelle, amicale, voilà, tout ça. Donc c'était cet enjeu-là, donc avec Cécile Jugla qui m'a accompagné sur l'écriture de cette biographie, c'est une forme de biographie, on s'est efforcé justement que ce soit digeste pour un public plus jeune, donc un public adolescent, mais aussi évidemment pour les adultes. Et quel est le message principal que tu souhaites transmettre à travers ce livre ? En fait, c'est de faire écho à ce que vivent finalement énormément de gens. Moi, quand je parle de mon enfance, même si c'est une enfance privilégiée, c'est un gamin qui va à l'école, qui est confronté aux joies et aux problèmes que l'école peut présenter. Je parle de harcèlement scolaire, je parle des premiers amours, des premières rencontres, et puis je parle aussi et surtout de l'accident de vie. Et l'accident de vie, moi, c'est un accident de ski qui me rend paraplégique. Jeune, du coup, à 18 ans. Là, jeune, mais qui arrive à n'importe qui. Pas d'être paraplégique, mais on a tous des accidents de la vie. Une rupture amoureuse, c'est un accident de vie. La précarité dans l'emploi, c'est un accident de la vie. Un post viral sur les réseaux quand on est adolescent peut être un gros accident de la vie avec des conséquences parfois très graves. Donc l'idée, c'est d'universaliser un petit peu ce qui, moi, m'est arrivé et que chacun puisse venir picorer un peu et s'inspirer des outils, en tout cas, qui m'ont permis, moi, de me reconstruire. En l'occurrence, évidemment, la famille, l'entourage, le sport au sens actif physique, qui favorise l'autonomie, la confiance en soi, et puis l'humour. Enfin, l'autodérision, la capacité à rire de l'inacceptable. Et voilà, et donc l'idée, c'est que c'est un livre qui est facile, qu'on peut s'approprier assez facilement. Et l'idée, vraiment, encore une fois, c'est de venir un petit peu chercher ce qui dedans fera écho à nos parcours respectifs. Et on a lancé le bouquin dans un établissement, le TEA de Toulouse-Lautrec, où vous avez à peu près 2/3 d'étudiants en situation de handicap, donc un des très rares établissements comme ça, où tous les soins, quand il y a le soin, sont faisables sur place, qui fait qu'ils ne sont jamais mis en marge, les enfants de cette école-là. Il n'y a jamais de retard sur le programme. Ils pratiquent du sport ensemble, entre enfants handicapés et enfants valides. Et c'était assez génial de voir qu'à un moment, eux vont avoir en tout cas un outil, il y en a sûrement d'autres, mais un outil où on a un rôle modèle. Alors je ne me positionne pas moi comme rôle modèle, mais d'avoir une personne, quelle qu'elle soit, auquel on puisse s'identifier. Moi, quand j'ai eu un accident il y a 26 ans, je ne sais pas ce que c'est d'être handicapé. Je n'ai aucune idée de ce que c'est d'être handicapé. Qu'est-ce que je vais pouvoir vivre aussi longtemps ? Est-ce que je pourrai avoir une vie sociale, une vie amoureuse, être papa, travailler, comment on va me regarder ? J'ai aucune idée de ça. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de réponses. Alors, il y en a qui vont le chercher sur les réseaux sociaux. On a de plus en plus d'influenceurs handi, et tant mieux si ça peut aider. Mais aujourd'hui, moi, je crois quand même que de manière durable, un livre aussi est important de s'isoler, de prendre ce temps-là, notamment quand on sait que la lecture, c'est à peu près 15 minutes par jour pour des enfants de cet âge-là versus 5 heures de... C'est TikTok, mais c'est un autre sujet. Et si on revient sur cette période de ta vie, donc à 18 ans, ça s'adresse du coup à des gens qui ont à peu près cet âge-là, j'imagine. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur, au-delà de la perte de mobilité, dans ta vie de tous les jours ? Au tout début, c'est effectivement la perte de mobilité, mais tu as raison, c'est assez rapide. Une fois qu'on te dit que le diagnostic est posé, on peut toujours espérer. Mais bon, moi, je suis issu d'une famille de médecins, donc il n'y a pas eu de déni par rapport à ça. J'ai récupéré ce que la nature me permettait de récupérer. Donc ensuite, il y a deux angoisses. Tu disais, j'avais 18 ans, la première angoisse, c'est les filles. Bah ouais.
Ça m'étonne pas. C'est-à-dire qu'à 18 ans, et je ne crois pas que j'étais plus obsédé que la moyenne à cet âge-là ou aujourd'hui, non, mais c'est le vrai sujet, c'est le sujet de la séduction. C'est le sujet de la séduction. Est-ce qu'un mec en fauteuil roulant plaît ou peut plaire, peut avoir une vie sexuelle, une vie intime, une vie amoureuse? Ça, c'était pas ma préoccupation à 18 ans, c'est arrivé plus tard. Mais ça a été cette vraie question-là. Et donc, de fait, le regard qu'on pose sur moi, qui au début est un regard de pitié, de compassion excessive, alors que moi je veux potentiellement, alors pas tout le temps, sinon ce serait effectivement mais un objet aussi de désir. Bien sûr. On veut potentiellement pouvoir renvoyer ça. Et donc c'est un âge où on sort à peine de l'adolescence, où moi j'avais découvert mes sexualités quelques années auparavant. T'es en pleine construction, t'es loin d'être à l'aise, et d'ailleurs je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels personne ne peut vraiment se targuer d'être forcément d'avoir fait le tour ou d'être à l'aise. Mais voilà, donc ça a été une vraie préoccupation et un vrai sujet pour moi de reconstruction, c'est de prouver, d'abord à moi-même, mais à la société, que je pouvais plaire. Et à n'importe qui, d'ailleurs, c'était pas toujours avec comme objectif de séduire et d'aller au bout de la séduction, mais c'était de plaire et d'embarquer n'importe qui et de se dire, tiens, en fait, un mec en fauteuil, ça peut être un mec avec qui on se marre, un mec avec qui on a envie de sortir, faire la fête, s'amuser, s'embrouiller, quelqu'un en tout cas de vivant. Donc oui, ça a été un sujet majeur. Et puis après, mais ça, je l'ai eu les réponses assez rapidement, la question de l'espérance de vie. Ah, ok. Mais parce qu'à 18 ans, moi, je sais pas. Est-ce que quand on est paraplégique, parce qu'en fauteuil roulant, on vit moins longtemps que les autres. Et en fait, moi, dans mon cas, avec ma pathologie, il n'y a rien, il n'y a pas d'études. À partir du moment où j'ai une vie équilibrée et que je ne suis pas sédentaire plus que ce que ma pathologie m'impose, en faisant du sport et tout, il n'y a pas de raison. Mais ça reste à 18 ans des questions évidemment angoissantes. On n'a pas envie, du jour au lendemain, en plus d'être paraplégique, de se dire qu'on a perdu 10 ans d'espérance de vie parce qu'on va développer plus de maladies cardiovasculaires ou de choses comme ça. Donc ouais, c'est tout ça en fait qu'on ne mesure pas. C'est pas juste le fait d'accepter d'avoir le cul dans un fauteuil roulant. Oui, c'est chiant au quotidien parce qu'on nous discrimine, parce que la cité n'est pas accessible. Mais une fois qu'on a réussi à résoudre ces problèmes-là, bah, c'est tout le reste en fait qui est un vrai problème. Donc ouais, c'était ça moi qui m'animait à ce moment-là. Et avant ton accident, j'imagine que tu avais plein d'amis, enfin 18 ans quoi, des amis, une vie sociale, peut-être tu étais encore au lycée ou peu importe, ou avec tes amis en général. Ils sont restés près de toi, tu as réussi à retrouver une forme de vie assez similaire à celle que tu avais avant, sociale, etc. Ouais. Moi, je venais d'avoir mon bac, j'étais au ski, donc 6 mois après, j'avais validé mon premier semestre à la fac, donc je me faisais des nouveaux potes et copines à la fac. J'avais pas d'amis, vraiment, d'amis à moi. J'ai des amis de mon grand frère, j'en parle d'ailleurs dans le livre pas mal, de l'enfance, du rapport au grand frère, au petit frère, moi je suis au milieu. Et par contre, dans le sport, j'avais des potes. Et j'ai perdu quelques copains et copines du monde du sport, ce qui juste m'a rappelé peut-être la superficialité de ces relations-là, mais aussi l'incapacité pour un certain nombre de personnes de composer dans ces moments-là. Alors avec l'âge, parce que je suis plus jeune maintenant, même si je me sens jeune, mais avec l'âge, je me rends compte, en fait, je comprends pourquoi des gens ont pu se sentir un petit peu isolés dans ces moments-là, incapables d'eux. Et pourquoi tu arrives à comprendre la peur de ce qui m'est arrivé, la souffrance personnelle, l'incapacité à trouver les mots, à se positionner, la peur d'être maladroit. Et du coup, ils préfèrent se retirer, quoi. Le résultat est le pire. Il ne faut jamais se retirer, il faut s'y confronter. Et puis, c'est pas comme si j'ai perdu des amis. Donc, c'était des gens qui faisaient partie de mon environnement, des connaissances. Non, moi, ça m'a permis de développer des amitiés post-accident. Et mes amis aujourd'hui, mes plus proches, sont des gens, à l'exception de mes parents et mes frères, et de ma famille, sont uniquement des gens que j'ai connus après mon accident. Et ce sont des amitiés extrêmement fortes et qui n'ont pas d'ailleurs eu à souffrir ou à s'adapter de la rupture liée à l'accident et qui m'ont connu comme ça et donc pour qui ça n'a jamais été un sujet. Il n'y a pas eu de travail de déconstruction ou de reconstruction même dans les relations. Donc voilà, mais c'est vrai et c'est terrible, c'est que quand vous avez des accidents de la vie comme ça, il y a beaucoup de gens, ça veut dire rupture dans le couple, ça veut dire difficulté à gérer la relation avec les enfants qui vous ont connus différemment, aussi avec vos parents, vos frères et sœurs, avec vos amis, avec votre femme évidemment. Alors moi, elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas prévenue, elle m'a rencontré sur le circuit quand j'étais joueur de tennis en fauteuil, donc elle savait dans quoi elle s'embarquait. C'est une fan. C'est ça, non, c'était kiné de l'équipe anglaise de tennis en fauteuil, elle travaillait pour l'ennemi. Non mais voilà, donc pour le coup, oui, c'est aussi une des conséquences. Les conséquences liées à un accident de la vie, elles sont multiples. Mais là où on a le plus besoin des gens, c'est aussi dans ces moments-là où c'est un test grandeur nature. La capacité de chacun à faire preuve d'empathie, d'écoute. À l'inverse, comme mes frères aussi, parfois de me bousculer quand j'étais pas sur la bonne pente. Voilà, l'intelligence affective, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas tant qu'on n'y est pas confronté. Et moi, la chance que j'ai, c'est que j'étais très bien entouré sur ces questions-là. Et donc à 18 ans, après l'accident, tu as peur du regard des autres sur toi. Comment il est vraiment ce regard des autres ? Est-ce qu'il est dur ? Parce qu'à 18 ans, ça peut être violent. Est-ce qu'au contraire, tu es agréablement surpris ? Comment est-ce que tu vis ça ?
En fait, c'est terrible parce que je passe 9 mois en centre d'éducation où le regard qui est posé sur moi est un regard qui est évidemment non discriminant. Qui est C'est un médical. regard, qui est un regard Ouais. médical, mais un regard empathique, mais aussi de gens qui savent. Donc c'est un regard empathique, mais quand au kiné, tu n'as pas trop envie d'y aller, ton kiné te booste, l'aide-soignante, elle n'a rien à foutre que ce matin, tu n'as pas trop envie, elle a 10 lits à faire, parce que c'est comme ça dont on parle aussi de nous, hein. Il y a cette réalité du centre. Donc si toi, tu n'as pas envie de te lever, à un moment, tu n'auras pas toujours cette empathie ou cette bienveillance excessive dont on peut être parfois bénéficiaire ou victime. Et donc non, c'est à la sortie du centre. C'est la première fois quand j'ai une perme, quand mon grand frère insiste pour qu'on aille se balader dans le quartier de mes parents, à Paris dans le 12e, où je suis confronté à ce regard-là. Et à cette femme d'une 40aine d'années qui me regarde et qui me dévisage pendant plusieurs secondes, de très loin jusqu'à... Que tu connaissais pas, une femme. Je connaissais pas, et qui me regarde avec un regard mais rempli de toute la tristesse du monde. C'est ça, la première image que j'ai de ce que je renvoie à la société. Ce qui est une rencontre assez violente. Moi, je la rattrape par le bras, je lui hurle dessus, pourquoi elle me dévisage comme ça? Elle qui crie au secours, lâchez-moi. Mon frère qui dit, mais lâche-la. Et donc la scène est surréaliste. J'en parle d'ailleurs dans le bouquin, mais parce que c'est le premier regard vraiment qui a été posé sur moi, hors regard familial, amical ou médical. Et donc ça a été le début d'un combat en me disant, il est hors de question que la société les gens me regardent comme ça. me regarde et nous regarde comme ça. Il est inacceptable, il est intolérable de vivre dans ces conditions-là. Que la société soit empathique avec des gens qui ont besoin par moment d'accompagnement, de solidarité. Moi, je défends ça et je veux ça. Mais moi, si on se croise dans la rue, je refuse que tu me regardes comme ça, que tu me pousses sans me demander si je suis pas dans une côte ultra... Mais le bon sens, malheureusement, si on ne l'a pas appris depuis le plus jeune âge, les gens ont des comportements pas malveillants, mais ils se rendent même pas compte. Ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Et donc l'ignorance et le fait de ne pas vivre ensemble depuis le plus jeune âge nous fait adopter des comportements complètement cons parfois. Et donc moi, mon sujet maintenant, c'est de faire de la sensibilisation, c'est de bousculer, c'est de confronter, parce que c'est bien de sensibiliser, mais au bout d'un moment... Bon, là, manifestement, ça, c'est de la merde. C'est-à-dire que, universellement, c'est con et c'est pas juste un problème d'ignorance. T'as un réel problème avec ça. C'est comme du racisme, comme de l'homophobie, comme ce que tu veux. Ça, c'est juste pas tolérable. Donc ça, on pénalise. Par contre, quand c'est, entre guillemets, tolérable, on fait de la pédagogie. Mais ouais, ça a été un vrai sujet. Et c'est pas plus dur à 18 ans qu'à 45 ans, qu'à 15 ans, 12 ans. C'est dur tout le temps. C'est-à-dire que t'as jamais envie de renvoyer ça comme image à la société. Tu veux pas faire de la peine aux gens, tu veux pas faire pitié aux gens. T'as envie surtout que, globalement, on fasse pas attention à toi. Moi, aujourd'hui, mon combat, c'est presque le droit à l'indifférence. C'est-à-dire que quand je me balade quelque part, t'as pas envie qu'on te regarde plus que me parlez pas. Par contre, si je suis en galère, ça peut arriver, tu me vois dans un truc où manifestement, c'est comme si toi tu tombes dans la rue, je vais pas te regarder, comme ça, genre, ma pauvre dame, et partir. Je vais peut-être pas être ultra efficace, mais je vais en tout cas te tendre une main et te proposer de l'aide. Mais à part une situation comme ça, je vais pas en faire plus que de raison. Et aujourd'hui, le bon équilibre est pas simple à trouver. Et dans cette reconstruction, qui est beaucoup passée par le sport, est-ce que tu as eu un vrai déclic où tu as vraiment compris que tu étais en train de transformer ton combat en vraie force? Moi, il y a une date, alors j'ai pas le jour exact, mais c'est en juillet 2004. C'est le moment où je peux dire et où je peux affirmer que plus jamais j'ai été réellement malheureux parce qu'handicapé. Moi, j'ai mon accident le 7 février 2000. Je sors de centre de rééducation en fin d'année 2000. Je reprends ma vie active et sport, fac en 2001. Tu reprends le sport tout de suite? Je reprends le sport. Aller en centre de rééducation, dès les premières semaines, on t'amène des poids. Et je leur dis que j'ai pas autre chose à foutre que faire de la muscu dans mon lit. Il me fait... On en reparlera. Tu seras bien content d'être capable de porter ton poids de corps pour juste sortir de ton lit. Donc le sport arrive très vite en centre d'éducation. C'est un vrai outil de reconstruction, d'autonomie, d'indépendance. Et donc moi, de 2000 à 2002, je retourne à la fac, je ressors en boîte avec mes frères, je fais du tennis, je continue l'éducation, je vis de manière très active, mais je ne suis pas heureux. J'ai des hauts, j'ai des bas, et je ne pense pas avoir accepté à ce moment-là ce qui m'est arrivé. Et donc j'essaie d'aller voir un psychiatre, et pendant 2 ans, je m'allonge sur le divan pendant 2 ans, chaque semaine. Et au bout de 2 ans, je suis convoqué aux Jeux paralympiques d'Athènes, en 2004, mes premiers Jeux. Et au mois de juillet, donc 1 mois avant de partir aux Jeux, je fais une séance où je suis allongé pendant 45 minutes, je ne dis pas un mot. Et à la fin de la séance, je lui dis, écoutez, je voudrais voler de mes propres ailes, je pense que c'est le moment. Et il me dit, écoutez, la porte reste ouverte si vous avez besoin un jour. Mais bien sûr, quoi. Bonne vie à vous, quoi. Je ne sais plus ce qu'il me dit exactement. Et depuis ce jour-là, je ne suis jamais retourné. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie d'y retourner, ça ne veut pas dire que j'y retournerai parce que je fais une dépression. Mais la réalité, c'est que le fait d'être handicapé fait partie de moi, au même titre que je suis plein de choses avec lesquelles je compose. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Quand j'ai des problèmes de santé, comme depuis l'année dernière, des problèmes de hanche, d'épaule, c'est plus difficile parce que c'est des problèmes de santé liés à mon handicap, pas liés à mon vieil âge. Mais donc voilà, mais sinon, oui, il y a cette date-là et ce moment-là. Donc finalement, c'est 4 ans. Quand moi, on parle de mon rebond, il aura fallu à peu près 4 ans
pour rebondir et avancer complètement sur cette nouvelle vie. Et ne pas regarder derrière l'accident et ce que ça m'a coûté. Et il y a quelque chose qui t'a vraiment aidé dans ce cheminement ou pas, forcément? À part ta volonté, le sport, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a peut-être aidé plus que d'autres? C'est ce que je raconte dans toutes mes prises de parole, l'entourage. On se reconstruit mieux quand on est bien entouré. En fait, moi, mes parents et mes frères ont eu un rôle déterminant. Mes amis proches, dans les années qui ont suivi, le sport, l'humour, comme je te le disais, c'est-à-dire que, en tout cas, l'autodérision, plus que l'humour d'ailleurs. Après, c'est des moments, mon grand frère, au moment de mon accident, a une place privilégiée parce qu'il a cette capacité-là. Ma mère, elle l'est comme une mère, elle l'a été depuis ma naissance et le sera jusqu'à sa mort, d'être là pour moi de manière un peu inconditionnelle. Un père qui a fait que je suis devenu champion de tennis parce que lui, il a cru quand il m'a appris le tennis à 5 ans et qui, après mon accident, quand je voulais pas faire tennis en fauteuil parce que je trouvais ça frustrant, m'a encouragé à continuer. Un petit frère qui bosse avec moi, qui a été mon coach, qui a toujours été là pour moi, qui partageait ma chambre au moment de mon accident, qui a été mon aidant, puis qui est aujourd'hui mon bras droit dans tout ce que je fais. Donc voilà, moi j'ai cette chance-là, c'est que globalement, tout ce que je fais, je le fais avec des gens de confiance. Et c'est la même chose dans la famille, dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ma femme, mes enfants, j'ai un groupe de gens, un socle de gens qui regardent dans la même direction. Pas de la même manière, on peut se foutre sur la gueule, mais dont je sais qu'ils se sont et seront des alliés dans tous ces combats-là. Et le combat reste le même, c'est la question du droit, qu'on soit des citoyens de plein droit un jour, ce qui n'est pas du tout le cas encore aujourd'hui en France. Et ton livre, c'est aussi un moyen de déconstruire les stéréotypes sur le handicap. Est-ce que, selon toi, il y en a encore qui persistent et qui t'exaspèrent dans la société de ces stéréotypes-là sur le handicap ? Il y a autant de stéréotypes que de pathologies ou que de personnes handicapées sur la dépendance, sur la faiblesse, sur la maladie, sur la compassion, sur l'assistance. Aujourd'hui, je déteste... le principe d'un stéréotype, c'est la généralisation d'une pensée. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, qui sont dépendants, ça ne fait pas eux des gens moins valables que d'autres, qui ont besoin de compassion plus que d'autres. Ce n'est pas le sujet, c'est qu'en fait, nous sommes des individus. Moi, aujourd'hui, je travaille. Il y a des gens qui ne travaillent pas et qui, pourtant, sont très bien portants. Donc, moi, je ne veux pas qu'on parte du principe qu'une personne handicapée ne travaille pas. Moi, je suis capable de faire du sport. Et donc, je ne veux pas qu'on parte du principe que je suis quelqu'un de sédentaire. Je suis quelqu'un qui est capable de faire un marathon et qui n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre. Je suis quelqu'un qui a des problèmes de hanche comme un vieux de 70 ans parce que, paraplégique, je me suis abîmé plus vite. En fait, je veux qu'on arrête de nous mettre dans une grande boîte. Une seule case, ouais. Puis surtout, il n'y a rien de plus con. J'ai un fauteuil roulant. Moi, les personnes paralysées, on est quelques centaines de milliers sur les 12 millions de personnes handicapées en France. Donc ça n'a aucun sens. Quel est le point commun entre un paraplégique, un aveugle et un schizophrène et un autiste? C'est complètement con de nous mettre dans la même boîte. Le seul truc qui est commun, c'est qu'on est des êtres humains, qu'on a des droits et des devoirs, qu'on aime et qu'on aime être aimé, globalement, qu'on est a priori tous employables aussi, qu'on a tous aspiration, dans la mesure possible, à avoir une vie sociale épanouie, et qu'on aime aussi, quand il fait beau, sûrement, pour la plupart d'entre nous, quand même, je veux dire, on est des êtres humains, et on respire le même air. C'est ça le point de départ. Après, n'en faites pas trop pour nous, mais... on est des grands garçons et des grandes filles, on sait ce qu'on doit faire, mais par contre, venez pas nous entraver, venez pas mettre mettre littéralement des bâtons dans les roues et ça ira très bien. Et prenez votre part. Qu'est-ce que vous, alors toi tu le fais aujourd'hui et tu le fais très bien, mais qu'est-ce que vous, individuellement, tous les gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre quotidien pour que votre prochain en situation de handicap, votre voisin, votre collègue, ait une vie qui soit l'équivalent de la vôtre, en tout cas en termes de droits, de liberté. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, personnes valides, pour aider les personnes en situation de handicap ou justement pour les aider à ne plus être stigmatisées? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est faire ce travail-là d'introspection. C'est dans votre rapport à une personne handicapée, dans la manière de consommer, dans la manière d'employer, dans la manière de raconter des histoires ou de valoriser, dans la manière de sortir, de célébrer. Quel est le rapport que vous avez à ça? Tout le monde a croisé au moins une fois dans sa vie une personne en situation de handicap, et notamment plus aujourd'hui qu'il y a 20-30 ans, même si on reste trop peu visible. Est-ce que quelqu'un, un manager dans une boîte, s'est toujours dit, est-ce que je me suis posé la question de comment vraiment m'assurer que n'importe qui puisse accéder au poste que moi je propose? Est-ce que quand vous êtes dans une salle de sport et que vous faites du sport et que vous croisez quelqu'un qui, voilà, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, est-ce que je me suis comporté de la même manière avec lui qu'avec cette personne-là? Voilà, est-ce qu'en boîte de nuit, ce garçon ou cette fille qui me plaisait, est-ce que je suis allé lui parler de la même manière que cette personne qui, pourtant, elle était sur ses deux jambes, vous voyez de la même manière? C'est juste un moment de se dire, est-ce qu'on a la même attitude, le même comportement et les mêmes libertés avec ces gens-là? Une fois que vous faites ça,
et qu'on a notre place à votre table de la même manière, tout ça ne sera plus jamais un sujet. On n'invitera plus une personne handicapée, parce qu'handicapée, à venir raconter son histoire, à venir témoigner en entreprise. Tout ça sera assez banal. C'est ça l'enjeu. C'est banaliser la différence. C'est vraiment ça. Donc c'est d'être meilleur individuellement. Comment on éduque ses enfants? Est-ce que vous parlez de ça à la maison? Quand vous aurez, ou si vous passez des enfants, mais de le raconter un moment. Voilà, et le rapport à ça. Ce que l'école ne fait pas, ce que la société ne fait pas, c'est à vous de le faire. Bah merci. En tout cas, moi j'espère que je le fais à mon échelle, mais évidemment c'est ultra important. Quand tu parles d'autodérision, c'est hyper intéressant aussi sur les réseaux sociaux ou en général. Est-ce que aussi cette autodérision, l'humour, ça permet aussi de banaliser, tu vois, et de réussir à montrer aux gens qu'on peut rigoler un peu de tout et que tout n'est pas un sujet très grave, et de aussi inclure les personnes en situation de handicap plus facilement. C'est ça le but, selon toi, de l'autodérision, de l'humour? C'est un outil. Non, c'est pas un but, c'est un outil. C'est-à-dire qu'avec humour, on fait passer les choses plus facilement, et c'est plus agréable quand on est confronté à une situation d'en rigoler. Et ça, c'est valable. Ça doit être dur quand même d'en rigoler. C'est très dur, c'est très dur. C'est dur, et aussi parce qu'on n'est pas tous armés pour le faire. Ah ouais. Quand vous êtes dans une situation embarrassante, dans une situation de discrimination, une situation dégradante, la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de rigoler. Ou de faire une note d'humour pour que tout le monde en rigole. Mais des fois, c'est de la survie. Moi, des situations qui étaient glauquissimes de discrimination, où j'avais juste envie de tuer des gens physiquement. Genre, non, tu rentres pas en boîte de nuit parce que je suis en fauteuil roulant. T'as vécu ça? Oui, bien sûr. Et moi, je me suis fait refouler de 50 boîtes de nuit quand j'avais justement 19-20 ans à Paris, pour toujours les mêmes raisons. Alors souvent pour des questions de sécurité, genre en cas d'incendie. Hein. Et puis j'ai déjà entendu le truc indirectement c'est la honte d'avoir un fauteuil roulant en boîte de nuit. Ce qui aujourd'hui, on me l'a sorti, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Puis ma petite notoriété fait que maintenant, c'est plus facile d'accéder là où j'ai envie d'accéder. Mais moi, j'étais confronté à toutes ces choses-là. Donc oui, à ce moment-là, dans ces situations-là un peu compliquées, bon là, il n'y a pas d'humour. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'autodérision, c'est une anecdote. À un moment, en tout cas, l'humour, c'est moi qui fais l'erreur de dire à mes frères que l'infirmière de nuit, quand je me fais repérer quelques mois après, me plaît, qu'elle est vraiment super jolie et que j'oserais jamais lui parler. Mes frères arrivent le lendemain. Ils lui disent? Soir, non, ils font pire que ça. Ils arrivent avec des sacs à dos. Alors qu'ils n'ont jamais de sac à dos, et au moment de partir, ils m'enlèvent ma petite sonnette pour pas que je puisse appeler. Et donc ils la mettent hors de portée, et ils collent sur tous les murs de la chambre des images de femmes nues de magazines pornographiques, pour me mettre dans l'embarras le plus total. Et là, ils sonnent sur le petit bouton rouge, genre venez vite, j'ai besoin de vous, et ils se barrent. Elle est de garde ce jour-là, et donc elle arrive. Et en faisant ça, moi, je suis rouge. Alors... Et en même temps, c'est eux, c'est très drôle, elle en rigole. Ça a marché, c'est-à-dire que ça a brisé la glace, je lui ai parlé, on est sortis ensemble pas très longtemps, mais il s'est passé quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, rire de situations de dépendance, déchets, c'est que la pilule passe plus facilement. Mais c'est valable pour tout. Simplement, on ne peut pas non plus toujours attendre qu'une personne handicapée ou une personne discriminée ait que ça à faire. Voilà. Et on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Moi, je passe ma vie à tourner la vie en dérision parce que moi, je ne suis pas croyant, que je pense qu'on n'a qu'une vie, qu'on vit, quand on est, on vit, on meurt, et que je me dis qu'il faut rire de cette vie avant qu'elle se termine, quoi. Donc, je préfère rire de tout la plupart du temps, mais on n'a pas les mêmes degrés de souffrance et tout le monde n'a pas les mêmes capacités à le faire. Mais c'est un outil, c'est un outil précieux quand on le maîtrise. Bien sûr. Et à l'époque où tu vivais cette discrimination-là, ça n'a pas énormément atteint ta confiance en toi? Si, au tout début. Et en même temps, c'est drôle, c'est que moi, je me suis reconstruit très vite par le sport. J'ai perdu 20 kilos après mon accident, les semaines qui ont suivi, et je les ai repris, ces 20 kilos, que sur le haut du corps. Donc j'étais costaud comme jamais. C'est Hulk qui enlève son t-shirt de Dr Banner, là, et qui ressent la couleur, mais avec la même colère. Et en fait, moi, ma confiance en moi, je l'ai récupérée assez vite, notamment dans le rapport à l'autre, dans la séduction. Okay. C'est-à-dire que c'était une obsession, à ce moment-là, de plaire. Et donc, c'est comme ça que je reprenais confiance en moi. Et donc, finalement, l'idée d'avoir des mollets plutôt fins, de l'image que je vois, n'a pas été vraiment un sujet, parce que je me dis, si je plais, si quand je sors avec mes frères, c'est moi qui pécho en soirée, encore plus qu'eux, alors qu'on a exactement les mêmes trombites, globalement, c'est que je ne vais pas, moi, en faire plus que ça. C'est-à-dire que si ça n'a pas l'air de poser... C'est le charisme, quoi. Non, mais le fauteuil, c'est une bonne arme de séduction. Mais en tout cas, je me dis, c'est que finalement, c'est pas un problème. C'est-à-dire que la confiance en moi, que j'avais pas autant à l'adolescence. Moi, j'ai commencé à la construire un peu avant mon accident. Moi, j'étais l'adolescent complexé jusqu'à 16 ans, un peu bouboule, qui avait toujours des embrouilles à la con. Et je me suis un peu révélé, moi, 17-18 ans, fin de lycée, début fac. Et donc, quand j'ai eu mon accident, la confiance en moi, elle est repassée par mon autonomie, par ma capacité à tchatcher n'importe qui, n'importe où. Parce que c'est aussi ça. Première fois que vous avez dragué, alors peut-être que tu te fais plus draguer que l'inverse, mais et encore je suis dans le cliché, mais bon, en général c'est plutôt les garçons qui font le premier pas que les filles. En tout cas à mon époque c'était comme ça et je pense que c'est toujours le cas. Oui.
va traverser une boîte de nuit pour aller draguer quelqu'un quand tu es assis dans un fauteuil roulant et que la personne ne l'est pas. Va te confronter au fait que la personne puisse te dire « Non, mais t'es mignon, mais c'est vieux. » Mais ça peut arriver. Mais donc avoir le courage de faire ça, par rapport à tout ce que j'ai dû faire et aux choses auxquelles je me suis confronté, c'est peut-être le plus challengeant. Ah bah ouais. C'est franchement, de tous les trucs dans lesquels je suis allé, je me suis exposé publiquement, j'ai fait des choses devant plein de gens. Franchement, j'ai moins peur d'aller en direct à la télé devant 3 millions de personnes quand je faisais le Grand Journal à l'époque, que d'aller draguer quelqu'un à l'époque en boîte de nuit. Parce que je prends le risque qu'on me renvoie à la gueule vraiment mon handicap. Et donc la confiance en moi, je pense qu'elle est venue aussi là-dessus. Voilà, après, quand je deviens papa pour la première fois, bizarrement, j'ai beau être le roi du pétrole et penser que je suis... là, je repars à zéro. J'ai peur de tout, je n'ose pas être seul, je ne sais pas comment on fait. Pas faire, Le deuxième, les doigts dans le nez. Mais le premier, voilà. Donc c'est des périodes de vie, et en même temps, c'est ce qui est génial, c'est que c'est pas linéaire, qu'il y a des combats à mener, il y en a qu'on aimerait ne plus mener, et que les autres puissent justement en bénéficier. Moi, mon boulot, c'est d'enfoncer des portes et de laisser grandes ouvertes. C'est à ça que je sers sur ces combats citoyens. Mais bon, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on est dans une période qui, à mon avis, est pas très optimiste. Moi qui le suis pourtant, j'ai l'impression que ça stagne un peu depuis 2 ans post-Jeux paralympiques. Et qu'on est presque en train de revenir en arrière sur un certain nombre de sujets, sur la place des personnes handicapées dans la société. Donc c'est moi le signal d'alerte un peu que je lance ces derniers temps et que je vais continuer à lancer si d'ici les présidentielles, il ne se passe pas quelque chose en termes de politique publique et de positionnement de la société. Là, il y a un vrai recul social sur la question de la place des personnes handicapées. Ouais, c'est assez terrible. Donc voilà, mais c'est un combat d'une vie et je pense que je le porterai jusqu'à la fin de ma vie, et tant que j'ai l'énergie et tant qu'il est nécessaire. Et heureusement, on est de plus en plus à le porter, et puis en espérant qu'un jour, il n'y ait plus à le faire. J'espère aussi, et c'est génial que tu puisses aussi en parler aux plus jeunes dans ce livre Rebondir. Merci beaucoup, Michael, pour cette interview. Et je vous invite du coup tous à lire Rebondir, un magnifique témoignage sur la reconstruction personnelle. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouvel épisode des Combattants.